Bien, écoutez, je pense que là, on a des éléments pour discuter. Et sans prendre plus de temps, je voudrais vous proposer de le faire. Alors d'abord entre vous, si vous le souhaitez, et ensuite avec la salle, puisque on voit bien que ce que vous dites, les uns et les autres, l'un et l'autre, ne laisse pas indifférent. Oui, je voulais vous poser une question par rapport à la pédagogie. Ce n'est pas mon champ d'expertise, hein, mais c'est vrai qu'il me semble, disons, par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à l'histoire de la pédagogie, disons, dans notre champ, par exemple, qui est celui de la médecine en général, la psychiatrie, la pédopsychiatrie, c'est vrai que maintenant, il y a un champ plus large qui dépasse notre hexagone par le fait qu'en effet, nous avons contact au-delà de l'Europe, au-delà de notre hexagone, de l'Europe, par nos supports, à l'ensemble des connaissances, nous avons des relations avec l'ensemble de nos collègues du monde, un peu planétaire. Et j'aurais aimé savoir, par rapport à la pédagogie, telle que vous l'avez énoncée, la première question peut-être, c'est est-ce qu'il y a une spécificité française de la pédagogie? Et le deuxième élément, c'est par rapport, je pense, à un courant qui traverse notre société, par rapport au questionnement sur l'universalisme. D'un côté, on voit qu'en effet, on privilégie la différence, et de l'autre, peut-être, plutôt ce qui unifie. Bien sûr, on peut conjuguer les deux, mais c'est vrai que, vu notre histoire, l'universalisme, ça nous parle. Et j'aurais aimé aussi avoir un peu votre point de vue par rapport, je veux dire, la pédagogie, par rapport à d'autres pays. Certainement, vous êtes en lien avec d'autres pédagogues d'autres pays, comment ils évoluent, comment ils conçoivent un peu les choses. Et d'autre part, par rapport à peut-être cette spécificité française, s'il y en a une. Allez-y. L'un ou l'autre, je vous en prie. Les deux questions sont difficiles. Nous disposons bien sûr d'études internationales et nous sommes aussi en relation avec une multitude de données. Mon collègue Édouard Gintaz parlera sans doute cet après-midi de toutes les méta-analyses pédagogiques dont nous disposons aujourd'hui. Le problème des méta-analyses en matière pédagogique, c'est qu'elles sont forcément décontextualisées culturellement. C'est-à-dire qu'on fait des méta-analyses qui ne tiennent compte ni des contenus d'apprentissage, qui sont nécessairement différents selon les pays, ni des systèmes éducatifs, ni même des systèmes d'éducation familiale, par exemple. Et donc on fait des méta-analyses qui vont dégager un certain nombre de constantes, mais qui sont des constantes relativement banales et finalement sur lesquelles on a extrêmement peu d'éléments de prise. Je prends l'exemple de la grande méta-analyse sur la lecture, qui est la méta-analyse de référence dont on parle aujourd'hui, qui date déjà d'ailleurs de 7-8 ans. Au fond, quand elle compare les méthodes de lecture au Japon, en Australie, en Russie, en Suède, etc., elle aboutit à un résultat, qui est à peu près le seul résultat visible quand on compare tout ça, c'est qu'il faut qu'à un moment dans l'apprentissage de la lecture, celui qui apprend la lecture fasse porter l'attention de l'apprenant sur la correspondance graphophonétique. Voilà. C'est à peu près la seule donnée transversale quand on a écarté toutes les données conjoncturelles. Et vous comprenez bien qu'apprendre à lire au Japon, apprendre à lire en France, apprendre à lire en Afrique, est-ce que c'est complètement séparable des supports de lecture, des contextes culturels? Probablement pas. Est-ce qu'il y a des constantes et des invariants? Probablement, mais ces invariants relèvent d'éléments qui sont, au bout du compte, dans les méta-analyses, relativement ténus. Par rapport aux sciences, aux neurosciences en particulier, ce qui me paraît préoccupant pour ma part dans les neurosciences, je le dis d'autant plus librement devant vous que je l'ai dit à Stanislas Dehaene au cours de débat que nous avons eu ensemble, c'est la tentation de réduire le réel à ce que les neurosciences peuvent en observer.
Voilà. Et cette tentation me paraît dommageable. La distinction qu'a fait Denis Cambouchner entre le cerveau et l'esprit me paraît absolument fondamentale. Effectivement, il y a des travaux de neurosciences, je pense aux travaux d'Olivier Houdet, par exemple, sur la fonction d'inhibition, qui rejoignent complètement des intuitions pédagogiques qui existaient depuis de nombreuses années, qu'on trouve chez des tas de pédagogues, qu'on trouve en particulier très très bien illustré chez Kortchak, qui était un médecin et qui déjà avait pressenti cela et l'avait mis en œuvre d'ailleurs d'une manière extrêmement efficace. Mais au bout du compte, je me souviens d'un débat avec Stanislas Dehaene où j'avais insisté de manière pas très approfondie, mais enfin j'avais dit qu'il y avait quelques différences dans la façon dont les filles et les garçons se comportaient à l'égard de l'école, ce qui me paraît, moi, un problème d'ailleurs très important aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a à peu près autant de filles cancres que de garçons brillants, et que le niveau des filles ne cesse d'augmenter, celui des garçons ne cesse de baisser. Et il s'était opposé à moi en disant « mais ils ont le même cerveau ». Ce que, évidemment, personne ne nie. Mais le fait de dire ils ont le même cerveau ne signifie pas pour autant que la totalité du sujet est réductible à son cerveau. Voilà ce que je voudrais dire. Sur la question de l'universalisme, qui est une question difficile, Ferdinand Buisson, qui pour moi reste en pédagogie le maître, avec un grand M, son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, la première édition, celle republiée par Durkheim, me paraît un peu moins intéressante, mais la première édition, commencée en 1879, dit ce qui caractérise la pédagogie, c'est que ce sont des individus singuliers qui viennent partager des savoirs communs. Voilà. Des individus singuliers qui viennent partager des savoirs communs. Moi, je suis complètement en accord avec cette définition-là. Nous respectons la singularité des sujets, mais ils viennent partager les mêmes savoirs. Et j'aime bien, je parle sous le contrôle évidemment de Denis Cambouchner, mais j'aime bien ce que dit Fichte quand il parle des savoirs, qu'il dit que ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont partageables à l'infini. Ils sont partageables à l'infini avec comme seule limite l'inventivité pédagogique de celui qui les fait partager. Mais intrinsèquement, ils sont partageables à l'infini. Et donc, par définition, la pédagogie est universaliste. Sauf qu'elle est universaliste de manière modeste. C'est-à-dire qu'elle est universaliste non pas parce qu'elle impose l'universel, mais parce qu'elle permet de le découvrir. Ouais. Voilà. Et qu'il y a là quelque chose qui me paraît relever d'une différence axiologique aussi. Est-ce que nous imposons l'universel dans une forme, on va dire, de colonialisme de l'intérieur, ou est-ce que nous permettons de découvrir l'universel en étant dans une démarche de découverte où l'universel est quelque chose que nous construisons et reconstruisons en permanence ensemble. Voilà. Mais je laisse la parole à Denis Cambouchner, parce que sur ces questions, vraiment, il a beaucoup plus de compétences que moi. Non, mais juste un mot. Je n'ai rien à dire sur la comparaison des pédagogies, les comparaisons internationales. Sur la question de l'universalisme, je suis souvent frappé par le caractère extrêmement abstrait du niveau du registre sur lequel la question est posée. Si l'on regarde les objets, évidemment, les objets de l'enseignement, on voit très bien que sur un certain nombre d'objets, nous avons des questions de sensibilité. Qu'il s'agisse des sciences de la nature ou de l'histoire, éventuellement de la littérature. Ce sont des questions assez spécifiques, notamment s'agissant d'une concurrence possible sur les matières historiques entre l'histoire des uns et l'histoire des autres, l'histoire des dominants et l'histoire des dominés, si on souhaite avoir recours à ces catégories, ce qui discute. Le fait reste que
peut-être 95% des matières d'enseignement sont indifférentes aux différences de culture et aux querelles relatives à induites par ces différences ou par des conflits historiques anciens. Il n'y a pas, qu'il s'agisse des mathématiques, des langues, des techniques, etc., les matières d'enseignement sont, pourrait-on dire, sans couleur, où elles sont de toutes les couleurs, mais le problème de l'universalisme ne se pose pas s'agissant de ces objets. En ce qui concerne les querelles relatives à l'histoire ou aux sciences de la nature, évidemment, dans certains cas, la difficulté serait d'arriver à des positions raisonnables partagées. Je veux dire, il y a tout de même une distinction forte entre ce qui est de la science s'agissant de ces objets et ce qui est de la divagation. La question est comment réduire des oppositions ou comment réduire des exagérations idéologiques. Question très très difficile. Question très difficile. Mais il faudrait, me semble-t-il, commencer par réduire la question de l'universalisme à ses vraies proportions. Et éviter de poser le problème de l'enseignement comme a priori dépendant de la résolution. Merci. Je peux peut-être... Oui, allez-y, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, mais c'est en écho à ce que vient de dire Denis Cambouchner. Cette question de l'universalisme, je ne l'avais pas perçue sous l'angle des troubles de l'apprentissage. Oui. Mais on peut la reposer sous l'angle des troubles de l'apprentissage. On peut rappeler par exemple que quand Binet va élaborer l'échelle métrique de l'intelligent, qui n'appelle pas du tout le quotient intellectuel, d'ailleurs c'est une déformation de ses successeurs, quand il est en train de travailler sur les enfants de la rue de la Grange-Aubel à Paris, il ne repère pas les enfants TDAH, il repère les enfants apathiques. Et les enfants anormaux sont les enfants apathiques. Les enfants apathiques dont il repère qu'ils sont en général mal nourris, qui souffrent de rachitisme, qu'ils ont des difficultés d'audition, de vision, etc. Et au contraire, il valorise d'une manière considérable les enfants qu'il dit même, entre guillemets, excessifs. C'est-à-dire qui interviennent tout le temps, etc. etc. Et donc on s'aperçoit que sur ce plan-là, ne serait-ce qu'historiquement, les catégorisations ne sont pas et sont loin d'être universelles. Puis elles sont évidemment loin d'être universelles sur le plan géographique. Et puis il y a un élément que moi je considère comme fondamental et qui, me semble-t-il, fait de plus en plus consensus, que moi-même j'avais découvert quand j'avais travaillé sur Witkin et les questions de dépendance et d'indépendance par rapport au champ. Vous connaissez peut-être ses travaux américains. Donc Witkin dit... à partir dans le noir, on vous fait descendre un néon, etc. Il faut le remettre, trouver l'horizontalité et tout ça. Et il dit, il y a des gens presque complètement indépendants du champ, il y a des gens presque complètement dépendants du champ. Sauf que c'est un continuum. Et qu'on va dire au milieu,
il y a une limite. D'un côté, on sera dépendant du champ, de l'autre côté, on sera indépendant du champ. Sauf que de chaque côté de cette limite, si on prend un sujet qui est à droite de la limite et un qui est à gauche, ils sont en réalité extrêmement près l'un de l'autre. Et ils sont chacun beaucoup plus près l'un de l'autre qu'ils ne sont près des personnes qui sont à l'autre bout du spectre. Et que donc, cette manière systématique qu'ont certains pédagogues de transformer les continuums en catégories est quelque chose qui est probablement nécessaire pour gérer, on va dire, des flux, pour organiser des groupes, mais qui est probablement toujours aussi à remettre en question et à réinterroger. C'est-à-dire que moi je considère du point de vue pédagogique, mais je ne me passe pas du tout du point de vue clinique où je ne suis pas compétent, qu'on ne peut pas se passer de la catégorisation, parce qu'à un moment il faut bien regrouper les enfants qui ont tel et tel symptôme dans tel et tel groupe avec tel et tel type d'exercice et tel type de personnes qui les encadrent. Mais comme on sait que précisément nous sommes sur un continuum, que les choses se déplacent et que les individus eux-mêmes se déplacent sur ce continuum tout au long de leur vie, je pense qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est d'avoir des classifications révisables et qu'elles soient révisables non seulement sur le plan chaque fois qu'on fait les DSM, 4, 5, etc., mais qu'elles soient révisables aussi par les acteurs eux-mêmes au regard des situations auxquelles ils ont à faire face. Oui. D'ailleurs, c'est pas pour vous rassurer, mais c'est exactement le problème qu'ont les psychiatres. Et tous les jours, et à chaque instant de leur exercice, ils se posent la question de savoir si l'appartenance au groupe qui leur sert de référence n'artificialise pas la relation entre les membres de ce groupe en mettant plus près ceux qui sont à l'intérieur du groupe, quelle que soit leur place à l'intérieur du groupe. Et donc là, il y a quelque chose qui est un coup de force et extraordinaire, qui montre les limites du modèle médical dans l'utilisation des classifications quand elles ne sont pas fondées sur un élément objectif absolument incontestable dont l'absence ou la présence détermine de façon radicale l'être ou le pas-être de ce groupe-là. Donc ça, c'est quelque chose Alors, mais il y a une autre chose, et je vais passer la parole à mes collègues, mais une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans l'un et l'autre de vos propos, c'est absolument saisissant de voir à quel point c'est exactement les mêmes problèmes qu'on a, nous, en psychiatrie. Exactement. La question esprit-cerveau. Cette double nécessité, cette double contrainte de prendre en compte les deux, pas de le faire aux dépens l'un de l'autre. Et je pense que tout à l'heure, Mario va nous le montrer. Mais des choses qui sont effectivement... Et alors, encore plus, ce que vous racontez de vos 6 commentaires, c'est exactement ce qu'un bon psychiatre institutionnel est obligé de constater de sa vie professionnelle. C'est-à-dire, effectivement, le fait que la quête, ça va servir plus que la théorie, en tout cas dans les pratiques, que le problème ne contient pas sa solution et que pourtant, il va falloir faire avec, et que rechercher les causes, ça peut être un obstacle. Tout ce que vous avez dit, c'est impressionnant. Et puis aussi, les avantages et les énormes inconvénients de la pédagogie différentielle comme de la psychologie différentielle, dès lors qu'on veut en faire une pratique. Et puis finalement, votre schéma général, votre triangle avec les 3 trucs, c'est vraiment quelque chose, vous savez, il n'y a pas grand-chose à changer dans votre diaporama, comme vous dites, pour transformer ça en un diaporama général d'enseignement de ce que c'est que la psychiatrie à des gens qui auraient la chance ou la malchance de ne pas la connaître. Voilà. Donc je voudrais quand même laisser la parole aux collègues. Il y a Lydia. Tu veux venir tout près? Comme ça, on t'enregistre. Viens, voilà. Si tu parles... Ah oui, c'est bon. Allez-y, Lydia. Oui, donc je vais être peut-être un petit peu caricaturale, mais parfois les caricatures, ça permet aussi de finalement aborder certaines réflexions. Et j'ai été... je vous remercie parce qu'on a la chance quand même d'avoir 2 personnalités qui ont eu la possibilité d'observer sur des décennies ce qui se passe dans notre pays.
C'est vrai que vous vouliez peut-être pas trop voir au niveau international. J'aimerais avoir en fait votre point de vue sur vos avis sur le futur de ce qui se passe au niveau pédagogique en France, sachant que par exemple on a des chiffres de l'OCDE qui sont quand même très alarmants par rapport à la place de la France dans le monde, sachant qu'effectivement ce sont des évaluations et que comme toute évaluation, ça repose sur des observations, mais ça dépend ce qu'on observe aussi. Mais effectivement, est-ce que ce sont les autres pays qui ont un niveau qui augmente ou est-ce que c'est nous qui avons des difficultés pédagogiques qui s'amorcent et qui ont l'air d'aller en augmentation de ce qu'on peut voir? En fait, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue à tous les deux sur des projections dans le futur de ce qui nous arrive. Voilà. Oui, la question demanderait vraiment qu'on prenne beaucoup de temps. Je pense que vous faites allusion aux enquêtes PISA, Pearl, STEAM, etc., c'est-à-dire toutes ces enquêtes qui comparent le niveau scolaire. Alors, d'abord peut-être une remarque, mais c'est une remarque vraiment anecdotique. L'OCDE, ce n'est pas l'UNESCO ni l'ONU, hein. L'OCDE, c'est un groupe d'États au sein duquel sont représentés qu'un certain nombre d'États occidentaux. Et vous savez que c'est issu de la mise en place du plan Marshall et que c'est piloté par les grands industriels. Non, je dis ça simplement pour qu'on ne se trompe pas sur qui c'est l'OCDE. Ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas une organisation internationale, c'est un lobby industriel. Voilà, soyons clairs là-dessus. Alors après, ça n'enlève rien à l'intérêt de ce qu'ils font. Les études PISA sont intéressantes. Elles sont intéressantes dès lors qu'on les prend avec un certain nombre de précautions. D'abord qu'on ne s'en tient pas simplement au classement publié chaque fois, puisque le nombre de pays testés évolue de fois en fois, et que ça ne signifie rien de dire qu'on a perdu 3 places ou gagné 5 places dès lors qu'on est passé de 25 pays à 80 qui ont été testés. Donc voilà. Donc il faut avoir cette précaution-là. Il faut avoir une deuxième précaution qui est de regarder en quoi les résultats sont corrélés ou non aux systèmes éducatifs. Pendant très longtemps, c'est plus tout à fait le cas, puisque Shanghai et un certain nombre de pays d'Asie sont venus bousculer un petit peu les choses dans les 2 dernières livraisons de PISA. Mais pendant très longtemps, les 2 pays en tête de PISA ont été la Finlande et la Corée du Sud, avec à peu près les mêmes résultats en termes de littératie, en termes d'arithmétique et de mathématiques. Résultats équivalents, avec des systèmes éducatifs, mais radicalement différents. La Corée du Sud, c'est quasiment 2 journées scolaires dans la journée scolaire, école publique plus école privée, concurrence en permanence, notation systématique. Finlande, pas de notes avant 15 ans, l'école s'arrête à 13h30, activités socio-éducatives avec les parents, etc. Les 2 pays sont arrivés pendant très longtemps ex aequo dans PISA. Et donc quand on dit prenons en compte les résultats de PISA, est-ce que ça veut dire qu'on va aller du côté des méthodes de la Corée du Sud ou de la Finlande? Probablement d'aucun des deux, dans la mesure où ces méthodes sont profondément tributaires des contextes sociologiques et culturels dans lesquels elles sont. Alors après, un des éléments très intéressants de PISA, c'est non pas la comparaison synchronique des pays, mais la comparaison diachronique des pays d'un rapport à l'autre. Parce que ça, c'est très intéressant. Et en particulier, ça montre, pour ce qui concerne la France, un creusement des inégalités. C'est-à-dire, ça montre que la France, on va dire, c'est un terme que j'aborde, mais produit de plus en plus de très bons élèves, que le monde entier nous envie et qu'on va nous voler dans les universités américaines, mais produit aussi de plus en plus d'élèves extrêmement en difficulté. Voilà. Et que la caractéristique de la France, c'est moins la baisse de niveau, même si je relativiserai dans un instant, mais au sens strict, que le creusement des écarts. Et pour moi, c'est un élément extrêmement préoccupant, d'autant plus que ce creusement des écarts s'accroît, je crois, d'une manière extrêmement sensible avec l'usage des écrans. Hein. Je lisais récemment une enquête banale sur les vacances de la Toussaint.
on disait qu'il y avait environ 25% d'enfants dans les vacances de la Toussaint qui avaient fait plus de 10 heures d'écran par jour. Vous pensez bien qu'entre l'enfant qui fait 10 heures d'écran par jour pendant les vacances de la Toussaint et celui que ses parents amènent au musée, au théâtre, au cinéma, avec qui il fait du bricolage, qui lui lit des histoires et qui pratique les propositions de Stanislas Dehaene, que nous sommes tous ici heureux de partager, hein, enrichissons l'environnement, l'écart est considérable et l'écart s'accroît. Et moi, je suis très inquiet de cet accroissement des écarts parce qu'il renvoie pour moi à 3 problèmes. 1, la France est très en retard sur le soutien à la parentalité. La question de la parentalité est une question fondamentale. La manière dont les jeunes parents aujourd'hui gèrent et travaillent des questions comme l'usage des écrans, comme la pratique du langage, comme des pratiques dont on sait qu'elles ont une fonction très importante qui est la reformulation. Par exemple, il y a une très belle enquête à Chicago sur les pratiques de la reformulation dans les milieux familiales quand on dit à l'enfant « Est-ce que tu as bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris ?» etc. Toutes ces pratiques d'éducation familiale aujourd'hui ne font pas l'objet de suffisamment de travaux, font l'objet même d'une grande indifférence dans l'université, alors qu'elles sont complètement déterminantes pour le développement de l'enfant. Donc je pense qu'il y a un enjeu fort en France sur l'éducation familiale. Et qu'aujourd'hui, quand on parle éducation, on parle exclusivement école, et qu'on devrait aussi parler éducation familiale, qu'on devrait aussi parler éducation et fonction des médias, qui jouent un rôle important. Par exemple, la France est un des pays où il y a le moins d'émissions d'actualité à destination spécifique des enfants et des adolescents, c'est-à-dire qu'ils restent le moins avec leur langage, où c'est un des rares pays d'Europe où la publicité n'est pas interdite à l'intérieur des émissions pour enfants. Donc vous savez que 30 à 40% d'enfants du primaire regardent la télévision le matin avant d'aller à l'école, des dessins animés entrecoupés de publicité à un moment où ils sont dans un état d'attention latente, d'attention flottante, pardon, et où ils absorbent tout ça. Mon collègue Tisseron a fait des observations que j'ai moi-même filmées dans les cours de récréation de maternelle, où on voit des gamins de cours de récréation de maternelle s'exciter d'une manière terrible pour reproduire les dessins animés qu'ils viennent de voir à la télévision et donc se mettre dans une position d'agresseur, d'agressé, etc. et être totalement indisponible à ce qui va se passer à l'école après. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur les familles, un travail à faire sur les médias, je pense qu'il y a un travail à faire sur la ville aussi, et puis sur quelque chose qui, à mon avis, est très important et qui a été quand même très largement abandonné par les pouvoirs publics, ou en tout cas minimisé par les pouvoirs publics, qui est le travail sur les loisirs et l'éducation populaire. Quand il y a un terrain d'aventure au pied des tours, le gamin il ne restera pas devant sa tablette pendant 10 heures par jour. Et donc, il faut bien évidemment travailler sur l'école, et je suis le premier, j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie dans ma vie à travailler sur l'école, mais je suis aujourd'hui profondément convaincu qu'au regard de ce creusement des inégalités, l'école ne peut pas tout. Oui. L'école ne peut pas tout, et que l'éducation familiale et la responsabilité sociale collective sont profondément déterminants. Et par rapport à l'avenir, puisque vous parlez de l'avenir, je pense que l'avenir serait une prise de conscience globale de l'importance de l'éducation, mais qui soit une prise de conscience sociétale et pas simplement scolaire. Je dis sociétale et pas simplement scolaire, parce que pour moi, c'est un point qui est devenu extrêmement important. Oui. Pardon, Denis. Non, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que Philippe vient d'indiquer et de souligner. Malgré tout, la réalité est qu'il y a beaucoup de classes à tous les niveaux en France dans lesquelles on travaille peu, beaucoup trop peu. Et nous savons très bien que la réalité varie à cet égard, peut-être d'une classe à l'autre, d'un établissement à l'autre, que beaucoup de choses beaucoup de facteurs aujourd'hui dans les politiques, y compris publiques, favorisent plutôt l'enseignement privé. Et donc il y a des situations de déshérence qui ne sont pas gérées. Et dont le coût est
grave, important et se répercute aussi dans les classements internationaux. Je suis entièrement d'accord sur les éléments sociétaux. Je voudrais simplement souligner que notre système de formation des maîtres est resté exceptionnellement problématique. Nous avons le système, sans doute le système de formation des maîtres, Emmanuel Brassat pourra en témoigner, le plus bizarre et mal conçu du monde, peut-être. Si des pays aux pédagogies si radicalement opposés, les pays du Nord et les pays d'Extrême-Orient se maintiennent en tête des classements avec des variations effectivement significatives, c'est qu'ils ont des systèmes cohérents. Le nôtre est incohérent. Et rien dans les politiques suivies ces dernières années n'a à cet égard remédié le moins du monde à cet état de choses. Et nous trouvons toujours, je pense à un témoignage de notre collègue mathématicien éminent Jean-Pierre de Mailly, qui vient hélas de mourir, qui évoquait des cas, à partir d'enquêtes sérieuses d'enseignants du primaire, tendant à confondant effectivement l'aire d'un triangle et son périmètre. Vous voyez, c'est-à-dire les disciplines fondamentales ne font pas l'objet d'une formation sérieuse de tous les enseignants en charge de les transmettre. Et le système français est à cet égard notoirement insuffisant et inconséquent, avec le fait que les étudiants qui arrivent dans les instituts de formation des maîtres, aujourd'hui INSPE, possèdent des profils très, très, très différents et en général pas la culture générale qui suffirait, qui serait satisfaisante, et ce point n'est pas corrigé au sein même de ces institutions. Le recrutement général des enseignants étant d'ailleurs tout à fait empruntant de multiples voies et parfois en l'absence de formation professionnelle digne de ce nom. Donc, oui, nous avons 20% de contractuels aujourd'hui. Oui. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint dans notre système. Attention. J'ajouterai juste 2 mots à ce que vient de dire Denis. La formation initiale est un système particulièrement compliqué et incohérent. Mais peut-être plus grave encore, la formation continue est totalement sinistrée. Oui. Totalement sinistrée. Ou inadaptée aux enjeux qu'on leur donne, notamment celui de prendre en compte la subjectivité pour aller vite et l'esprit plutôt que le cerveau. Et en particulier autour de cette notion d'école inclusive qui aujourd'hui fait l'objet de multiples injonctions institutionnelles et qui n'est pas accompagnée sur le plan de la formation continue, et qui donc culpabilise les enseignants qui se sentent incompétents pour mettre en œuvre ce qu'on passe leur temps à leur dire. Juste parce que j'ai oublié de répondre à madame sur un point, j'ai dit que j'allais le faire, sur une phrase, il y a quand même un élément où je suis très préoccupé pour ma part et où je pense qu'il y aurait un travail de mobilisation tout à fait immédiate et décisif à faire, c'est la maîtrise de l'écrit. Hein. Je pense, pour avoir enseigné il y a encore quelque temps à l'université, avoir constaté quand même des déficits en matière de maîtrise de l'écrit qui sont absolument colossaux, et je pense que l'entrée dans l'écrit, c'est pas simplement la capacité à écrire. L'entrée dans l'écrit, c'est aussi l'entrée dans la pensée, dans une forme de pensée rigoureuse, c'est aussi l'entrée dans une forme de culture
qu'on appelle l'intention scripturale, que certains de mes collègues appellent l'intention scripturale, qui est quand même constitutive de l'école. C'est la raison pour laquelle je crois que l'effort sur l'écrit en France est absolument essentiel dans l'école, mais aussi à l'extérieur. Écrire, il faudrait faire des concours de lettres d'amour, je sais pas, partout. Il faudrait que l'écrit soit un objet éducatif de toute première importance, parce que sur ce plan-là, personnellement, je suis extrêmement inquiet de la dégradation de ce qu'on doit bien appeler le niveau. Je ne sais pas si Denis... Bon, écoutez, malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Alors, Mario, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, j'ai des raisons pour les deux. Merci à tous les deux pour votre intervention. Je souhaiterais revenir sur ce que, M. Mérieux, vous avez vu de l'amplification, vous avez évoqué l'amplification des différences qu'on constate au niveau des enfants, et notamment en termes de l'utilisation des écrans vis-à-vis d'alternatives plutôt d'enrichissement de l'environnement. Et ce qui m'a intéressé dans ce que vous évoquiez, c'est vous pointer l'indisponibilité que vont avoir les enfants à l'école pour être disponibles à ce qu'ils vont pouvoir recevoir de la pédagogie. Et je voudrais mettre ce point en lien avec ce que le questionnement que M. Cambouchner a eu concernant l'éducation aux émotions, à toute la dimension du développement des compétences émotionnelles. Parce qu'il y a quelque chose là qui m'intéresse sur, quand on parle de disponibilité attentionnelle, c'est disponibilité au savoir, mais c'est cette disponibilité à identifier chez soi, comme chez l'autre, des aspects qui ne sont pas uniquement de la dimension cognitive, mais de la dimension affective, émotionnelle, relationnelle, capacité à se mettre à la place de l'autre, donc à toute cette mobilité de la pensée. Et je me demande si des pratiques qui ont été déjà proposées d'apprentissage justement des compétences émotionnelles, mais à la limite de compétences juste à l'écoute de l'autre, à l'attention à l'autre, donc d'aspects qui seraient quasiment élémentaires de la relation à l'autre, ne pourrait pas faire partie des enseignements fondamentaux à l'école. Alors, c'est fait de façon informelle, mais je me demande si ça ne pourrait pas être justement l'un des axes de la remobilisation quand même des enfants à l'école, dans une manière autre d'être en relation avec le savoir, mais avec les autres aussi. Très bien, donc ça rejoint votre idée, mais ça remet dans le jardin de l'école la pierre que, à mon avis, à juste titre, vous mettiez dans la société. Allez-y. Ouais, elle est aussi dans le jardin de l'école, bien évidemment. L'école, c'est un milieu dans lequel il y a des règles spécifiques qui ne sont pas celles de la famille. C'est pas l'affectivité qui l'emporte, on n'est pas là pour être aimé ou pour manifester sa satisfaction ou sa reconnaissance. L'école est le lieu où on justifie et où l'exigence de précision, de justesse et de vérité l'emporte sur la violence. Voilà. Et donc, l'école est par définition le lieu de la parole rigoureuse, de l'apprentissage de la parole rigoureuse. Un mot n'est pas employé pour un autre. On précise sa pensée, on exemplifie quand on donne une généralité. Et cela, pour moi, ça n'est pas possible d'en faire une discipline à part, parce que c'est le contenu même, enfin, ou le contenu, je m'excuse Denis, je ne sais pas le contenu, c'est plutôt la matrice, que sais-je encore, de tout enseignement, de toute discipline. Que je fasse de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, je ne dois pas donner un mot à la place de l'autre, et je dois être, moi, maître dans la classe, l'incarnation de cette exigence de précision, de justesse et de vérité, dans mon attitude même. Je dois transmettre ce rapport interne que j'ai à l'exigence, et cette exigence, elle est constitutive de ce qui va se dialoguer dans la classe. Et je crois qu'à ce sens, vous avez complètement raison. C'est le lieu de l'école. Je ne reviendrai pas aux vieilles... c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, mais aux vieux propos sur l'éducation d'Alain, mais il y a évidemment des choses à relire sous cet angle-là dans les propos sur l'éducation d'Alain qui me paraissent à bien des égards toujours d'actualité. Oui, c'est ce qui montre bien qu'on revient dans cette idée de la compétence émotionnelle, mais pas seulement à l'école et pas seulement pour les enseignants, mais pour nous aussi, par exemple. Et que ça fait partie des choses très difficiles à transmettre et à former, parce que ça ne peut se faire qu'en continu, puisque nous sommes tous bien payés pour savoir, bien placés pour savoir
qu'il y a des fois, avec le temps, où le laisser-aller en matière de compétences émotionnelles fait partie des choses banales qui s'en mènent, c'est même pas une maladie professionnelle, c'est la moindre des choses que ça nous arrive. Et donc ça, il faut le prendre en compte parce qu'on est là dans quelque chose qui n'a pas trouvé sa réponse. Je suis désolé de finir sur ce que je dis, mais il faut qu'on passe à la session suivante.